Quand je me suis lancé dans l'industrie musicale, s'il y a bien un sujet que je ne comprenais absolument pas, mais qui pourtant est primordial pour le développement de la carrière des artistes, c'est bien le fonctionnement des différents types de droits. Honnêtement, j'étais complètement largué et il m'a fallu des années avant de comprendre d'un côté d'à quel point ce sujet est important et de l'autre être capable de différencier les droits d'auteur des droits voisins, la SABAM de Playwright de la CIMIM et plus globalement m'assurer que je perde pas des plumes par manque de connaissances. Alors oui, évidemment, comme tout le monde, j'avais compris qu'à chaque fois que l'une de mes œuvres passait en radio ou à la télé, ça générait des sous et qu'il y avait des sociétés de gestion spécialisées qui allaient collecter tout ça. Maintenant, pour être franc, j'aurais été incapable de te dire qui contacter, quand et comment tout ce pan entier de l'industrie musicale fonctionne précisément. Aujourd'hui, avec les années, je maîtrise nettement mieux le sujet. Par contre, il me restait encore énormément de questions que j'avais envie de poser à ces différents acteurs et je me suis récemment dit, pourquoi pas aller poser les questions directement aux personnes concernées. Eh bien, je vais pas passer par quatre chemins, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai eu l'immense honneur et privilège de pouvoir interviewer Olivier Maeterlinck, qui est représentant et responsable de la communication à la SABAM. On a eu l'occasion de discuter ensemble un long moment, ça m'a permis de lui poser plein de questions pour savoir c'est quoi la SABAM, comment ça fonctionne, comment s'affilier, quels sont les différents types de soutien financier qu'il propose, mais également des différents challenges qui nous attendent en 2024, comme par exemple l'arrivée des intelligences artificielles. C'était un échange passionnant et je tiens à remercier encore une fois la SABAM d'inaugurer ce premier épisode de podcast filmé de mon manager de poche. J'espère sincèrement que l'épisode vous plaira. Si c'est le cas, oublie pas de liker et de partager cette vidéo et dis-moi en commentaire quelle serait la prochaine personne que tu voudrais que j'interviewe. Allez, c'est parti, on se retrouve à la fin de cet épisode. Salut Olivier. Salut. Tu vas bien ? Mais oui, très bien. Merci beaucoup pour d'être ici, d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue à la SABAM, je dirais. Oui, merci beaucoup. Donc moi, je représente les artistes en voie de développement et ils ont pas mal de questions à te poser sur le fonctionnement de la SABAM et même sur ce qu'est la SABAM. Et du coup, en quelques mots, c'est quoi la SABAM ? En 2 mots, la SABAM, c'est difficile. Mais je crois le plus important, c'est que la SABAM, c'est une société privée qui a été créée par des auteurs et qui est gérée encore toujours en ce moment par des auteurs. Elle existe déjà 100 ans, mais elle est encore toujours gérée par des auteurs. Donc ça veut dire que dans le conseil d'administration, donc mes boss, c'est des auteurs, des autrices, des compositeurs, des compositrices et des éditeurs et éditrices. Les auteurs sont encore toujours en majorité. Donc ça veut dire qu'il y a 12 auteurs sur 16 membres du conseil d'administration. Donc c'est eux qui vraiment dirigent, gèrent la boîte SABAM. Et en fait, elle a été créée pour une mission très spécifique, c'est-à-dire de gérer des droits collectivement. Donc ça veut dire que l'auteur, vis-à-vis d'utilisateurs, d'exploitants, donc de gens qui utilisent leur musique, avant c'était le live surtout, mais maintenant on parle quand même de radio, de télévision, de plateformes de streaming, qui veulent naturellement utiliser de la musique pour créer leur business, pour générer du business. Les auteurs ont créé une société qui va gérer collectivement les droits et donc qui va aller toquer aux portes des différents utilisateurs, que ce soit des radios, des télévisions, des bars et des plateformes de streaming pour justement récupérer des droits d'auteur, donc des droits sur la composition de la musique, donc sur la mélodie, sur le texte qui a été écrit. Et du coup, comment ça se passe ? Est-ce que la SABAM est en contact direct avec justement toutes ces plateformes de diffusion comme Spotify ? Est-ce que la SABAM envoie une facture tous les mois directement à ces plateformes ou est-ce qu'il y a des sociétés entre les plateformes de diffusion et la SABAM même ? Ça dépend. Donc il y a des utilisations que la SABAM fait en direct. On est organisé pour justement aller facturer en direct des droits d'auteur pour tout ce qui est live. Tout ce qui est représentation, tout ce qui est concert, tout ce qui est festival, la SABAM fait en direct. Les médias, donc ça veut dire que les radios et les télévisions, nous avons des contrats en direct et donc on facture en direct à la RTBF, à RTL, à des radios locales et nationales. Et aussi pour tout ce qui est ce qu'on appelle reproduction, donc tout ce qui est reproduction sur des supports physiques. Donc quand quelqu'un va demander une autorisation d'utiliser de la musique ou reproduire de la musique sur un support comme du vinyle, de la cassette ou un CD, ça aussi ça passe directement par la SABAM. Mais il y a toute une panoplie d'autres exploitations pour lesquelles la SABAM va travailler ensemble avec d'autres entités pour différentes raisons. Peut-être la plus importante, c'est une société qui s'appelle ICE, pour laquelle on travaille pour récupérer les droits, donc les plateformes de streaming ou les plateformes de téléchargement. Et donc on a un accord avec ICE qui, pour nous, va récupérer les droits des plateformes. Pourquoi avec ICE ? Pour 2 raisons. La première raison, c'est que ICE ne représente pas seulement le répertoire de la SABAM. Elle représente aussi le répertoire des Anglais, par exemple, des Allemands, des Hollandais, des Suédois. Donc, ils ont un répertoire plus important que juste le répertoire de la SABAM. Et donc, ils ont une position de négociation beaucoup plus forte. Et ça m'amène à la deuxième raison, c'est que naturellement, les plateformes de streaming sont actifs, la majorité est active au niveau international. Donc c'est des grosses boîtes. Si la SABAM doit aller récupérer dans tous les pays ses droits, c'est difficile. Et donc avec un acteur comme ICE,
qui opèrent aussi au niveau international, avec un répertoire qui représente au niveau international. Ils vont négocier avec toutes ces plateformes et au niveau international, donc dans tous les pays dans lesquels ces plateformes sont représentées. Ça m'amène à une question qui est normalement un peu plus loin, mais comment ça se passe justement quand tu as des diffusions à l'international justement? Donc là on parlait des plateformes numériques où donc vous avez un partenaire qui peut aller chercher les différents types de droits, mais par exemple si j'ai un passage radio à l'autre bout de la planète, comment est-ce que la SABAM déjà peut le détecter et puis aller récupérer en fait ces droits que vous devez répartir à vos affiliés, quoi? C'est une très bonne question. C'est notre deuxième partenaire le plus important, c'est nos sociétés sœurs. Ça veut dire que la SABAM opère sur le territoire belge, mais il y a des SABAM un peu partout dans le monde. Donc ça veut dire qu'il y a une SABAM française, il y a une SABAM aux Pays-Bas, il y a une SABAM anglaise, etc. Et donc on a des contrats, ce qu'on appelle des contrats de réciprocité avec ces sociétés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des contrats dans lesquels est mis que nous, on représente leur répertoire sur le territoire belge et en échange, eux, ils représentent notre répertoire, donc le répertoire belge, dans leur territoire. Donc la SACEM, si votre musique passe par exemple par une radio française ou un artiste joue votre musique sur une scène française, la SACEM va facturer ses droits et les répercuter à la SABAM. D'accord. Et donc ça se fait pour, je crois, environ 200 pays dans le monde où notre répertoire est représenté. Naturellement, dans le top 10 des répertoires ou des pays où notre répertoire est les plus importants, c'est le top 10, c'est les Pays-Bas, la France, l'Allemagne, les États-Unis un peu, l'Angleterre. Donc c'est les gros territoires où la musique passe. Pour le répertoire des artistes francophones ou des auteurs francophones, c'est surtout la France et donc les pays francophones, la France, la Suisse, éventuellement même le Canada. Concrètement, en termes techniques, comment est-ce que la France sait qu'une œuvre d'un artiste belge a été diffusée dans une radio perdue au fin fond de la campagne, par exemple? Il y a 2 actions à faire. Donc la première action, c'est que l'œuvre soit documentée. On va y revenir probablement quand on parlera de l'affiliation. Donc l'œuvre est documentée chez nous, mais cette documentation, donc les données, l'information qu'on a sur la musique, qui est l'auteur, qui est l'éditeur éventuellement, qui est le compositeur, compositrice et autrice naturellement, cette information est connue aussi de nos sociétés sœurs. Donc ça veut dire que au moment où on signe un contrat, il y a une petite porte qui s'ouvre et donc l'information de notre répertoire est connue auprès de la SACEM par exemple, et inversement, la SACEM nous informera aussi de leur base de données, de leur répertoire. Et donc, comme ça, on peut reconnaître les œuvres. Et alors, dans un deuxième temps, il y aura, juste comme la SABAM le fait en Belgique, elle prend son répertoire, mais aussi tout le répertoire qu'elle représente via ses contrats de réciprocité. La France fera la même chose, et donc elle représentera notre répertoire. Quand elle négociera des contrats, par exemple avec une radio ou une télé, les listes qui sont soumises par ces radios et ces télés comprendront aussi la musique belge, qui sera reconnue parce qu'elle détient les informations pour reconnaître cette musique. Et alors, l'information sera répercutée à la SABAM, qui alors redistribuera à ses membres. Est-ce que c'est lié avec le code ISRC, ou est-ce que ça n'a vraiment aucun lien avec ce code précis? Ça n'a rien à voir avec le code ISRC, bien qu'il peut aider à identifier l'œuvre, parce que le code ISRC est lié à l'enregistrement, pas à la composition. Il existe à côté d'un code ISRC, il existe un code ISVC, qui est le code sur l'œuvre Work, et R c'est Recording. Et donc le code ISVC est attribué par les sociétés de gestion collective. Pour un membre, par exemple, qui dépose ou qui déclare ses œuvres à la SABAM, le code ISVC sera attribué par la SABAM. Pour un auteur français qui est affilié à la SACEM, déclare ses œuvres à la SACEM, le code ISVC sera déclaré par la SACEM. Et donc ce code ISVC, c'est un code international qui est géré par une entité qui s'appelle CISAC, qui est une fédération des sociétés de gestion collective au niveau international, qui gère une base de données et aussi les règles qui sont à laquelle la base de données est soumise. Et donc ça veut dire que tout le monde travaille selon les mêmes règles. Et le code ISVC, c'est un code unique, mais qui est uniforme pour le monde entier. Et donc, ce code va nous permettre, la SACEM, pour son répertoire, inclut le répertoire de la SABAM, et nous, pour notre répertoire, inclut le répertoire de la SACEM, d'identifier, quand on reçoit des listes des radios locales, ou des radios de notre pays, d'identifier la musique qui est jouée. Si je suis un artiste qui a réussi à passer en radio par chance ou par talent, est-ce que c'est possible de toucher mes droits d'auteur sans être affilié à la SABAM, ou est-ce que c'est obligatoire de passer par la SABAM pour pouvoir toucher ces droits? En principe, oui. On pourrait aller demander à la radio en direct une rémunération pour l'utilisation de cette chanson particulière. Mais le principe, naturellement, de s'être organisé dans une société de gestion collective, le but des auteurs, c'était justement d'avoir une position de négociation plus forte vis-à-vis d'utilisateurs qui
qui sont en position dominante vis-à-vis d'un artiste ou vis-à-vis d'un auteur, par exemple, une radio. Et donc, ça n'a pas beaucoup de sens parce que ça voudrait dire qu'il faudrait aller négocier en direct pour cette chanson avec la radio. Il y aura beaucoup de chances que la radio dise qu'ils ne vont pas passer la chanson tout simplement. Et donc, le fait qu'on passe par une société de gestion collective garantit qu'on ait une rémunération correcte et qui est quand même plus valorisante que la négociation qu'on va aller négocier individuellement. Ça veut dire que pour un passage à la radio, un artiste émergent sera payé autant qu'un artiste comme Stromae donc il recevra le même montant. Parce que nous, on fait pas, en tant que SABAM, on ne fait pas de différence, c'est une gestion collective, on ne fait pas de différence entre des artistes émergents ou des artistes qui ont déjà pignon sur rue et qui sont déjà plus loin dans leur carrière. Parce que la rémunération est justement basée sur le passage, sur l'audience potentielle de la radio. Donc, une écoute ou un passage sur La Première ou sur Vivacité vaudra la même chose que ce soit un talent émergent ou un Stromae. C'est ça. Et puis, il n'y a pas toute la charge administrative et comme tu le disais, de devoir aller courir après les radios individuellement les unes après les autres, quoi. Voilà, c'est pratique. En principe, en théorie, ça serait possible, mais ça n'a aucun sens de le faire. C'est pourquoi les auteurs se sont aussi organisés dans une société de gestion collective pour justement faciliter l'administration de leurs droits et la facturation de leurs droits. C'est ça. Et du coup, comment faire pour s'affilier à la SABAM? Pour s'affilier à la SABAM, depuis quand même un petit temps, c'est assez facile parce qu'on peut s'affilier en ligne. Dans le passé, il fallait déclarer 5 œuvres, ce qui posait parfois problème parce qu'il y a beaucoup d'auteurs-compositeurs qui sortent un titre et qui ont parfois du succès avec un titre. Je pense par exemple à Angèle qui a sorti un titre, La Loi de Murphy, avant qu'elle ait sorti d'autres titres. Et donc, pendant longtemps, elle n'avait qu'un titre à déclarer, ce qui posait problème si le critère est déclaré au moins 5 œuvres. Donc ça a changé, heureusement. En fait, le critère maintenant, c'est que les œuvres soient exploitées. Donc, on est auteur, compositeur, autrice, compositrice. On doit, au fait, déclarer les œuvres et prouver que l'œuvre est exploitée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'œuvre a été mise à disposition sur une plateforme de streaming, ou que l'œuvre sera ou est passée à la radio, ou que l'œuvre, par exemple, a été reprise dans une œuvre audiovisuelle, dans une bande sonore, une bande de son de film ou de série. Donc il faut prouver une exploitation, parce qu'autrement, ça ne sert à rien de devenir membre de la SABAM, parce que la SABAM ne va que récupérer des droits quand l'œuvre a été jouée. Et donc quand l'œuvre peut faire objet d'une rémunération. Ok. Et est-ce que n'importe qui peut s'affilier à la SABAM? Oui. Est-ce qu'il y a des critères, je veux dire C'est le seul. Au fait, c'est le seul critère à côté d'être majeur, naturellement. Okay, donc, il faut pouvoir signer un contrat. Si on n'est pas majeur, les parents peuvent signer à la place du mineur. Pour le reste, il faut juste prouver qu'on est auteur-compositeur d'une œuvre. Et donc, ça on fait avec la déclaration et prouver qu'il y a une exploitation. Mais pour le reste, il n'y a pas de critères. Est-ce que ça coûte cher de s'affilier à la SABAM? Ça dépend. C'est des montants qui sont assez... c'est des petits montants qu'il faut payer, mais on voit ça souvent comme un coût, et surtout quand on est un auteur ou un artiste émergent, ça peut sembler beaucoup. Donc il faut bien réfléchir avant qu'on devient membre. Ça n'a aucun sens de devenir membre de la SABAM pour déclarer par exemple une œuvre qui probablement ne va pas être exploitée ou qui est très peu exploitée. Donc pour s'affilier, il y a un frais administratif à payer qui est de 75 €. C'est unique. Donc on paye ça une fois. Et 2, il faut acheter ou acquérir une action. Parce que la société, elle appartient aux auteurs. Et donc ça veut dire que l'auteur qui devient membre, qui s'affilie, devient aussi actionnaire de la société. Donc il va faire l'acquisition d'une part de la SABAM. Et cette part, dans sa totalité, elle coûte 124 €. Mais on peut déjà devenir membre à partir de 31 €. Donc si on paye un quart de cette action, on devient membre. Si on paye la totalité du montant, on a aussi le droit de vote et on peut siéger dans des conseils d'administration ou des collèges de la SABAM, donc dans des organes décisionnels de la SABAM. Ce montant, contrairement aux 75 €, ce montant de 31 ou 124 €, il peut être récupéré. Donc si on quitte la SABAM, ce montant sera remboursé parce que c'est une sorte d'investissement, c'est une action. Et elle ne perdra pas de valeur comme dans certaines autres sociétés dans lesquelles on investit. À la SABAM, on a investi ces 31 ou 124 €. On décide de ne plus rester à la SABAM, on récupère ces 31 ou ces 124 €.
Est-ce qu'il y a des frais supplémentaires pendant la répartition des droits? Comme par exemple, est-ce que la SABAM prend un pourcentage sur la répartition des droits? Il y a effectivement parce que c'est clair qu'avec un frais de dossier de 75 € et juste une action qu'on doit acheter à 31 124 €, on a 47 000 membres. Ça ne suffit pas naturellement pour payer pour le reste du temps la gestion des droits. Donc pour la gestion des droits, il y a aussi une commission qui est levée sur les droits qui sont récupérés. Donc le coût dépendra de la hauteur des droits qu'on reçoit. Et donc, la commission qui est prélevée varie ça dépend des exploitations, entre 5 à 20%. Okay. Ça dépend de l'exploitation, ça dépend aussi de la discipline. En moyenne, la SABAM prélève environ entre 17 et 18%. Et on vient de 22%. Il y a 5 ans, on était encore à 22%. Donc, on essaye de diminuer et on veut arriver à 15% le plus vite possible. Parce qu'on veut arriver à le moindre coût, mais d'avoir une gestion tout en gardant une gestion efficace. Donc ça, c'est un. Puis un deuxième prélèvement qui se fait, c'est un prélèvement de 10%, mais qui va dans une petite cagnotte. Parce qu'il faut savoir, la SABAM a 3 rôles. Le premier rôle, que je viens un peu d'expliquer, c'est le rôle économique. Ça veut dire qu'on gère les droits. Quand une musique est jouée, on la récupère. On récupère une rémunération et la redistribue aux auteurs dont la musique est jouée. Mais on a aussi un rôle social. Et ce rôle social, un rôle social et un rôle culturel. Et donc avec ces 10% sur les droits, on va, financer une cagnotte, une sorte de pension pour les auteurs. Donc ça veut dire que pour tous les droits que les auteurs récupèrent, 10% est prélevé, qui sera mis dans ce qu'on appelle une réserve du fonds social. Donc c'est pas de l'argent qui va quelque part, c'est de l'argent qui est vraiment individualisé. Donc chaque auteur dont 10% est prélevé, ces 10% vont aller dans un compte individuel qui rapporte d'année en année aussi de l'argent. Okay. Donc ce montant augmente d'année en année. Chaque année, il y a un bénéfice qui est redistribué. Donc ça peut être de 2, 3, 4%. Donc le montant augmente chaque fois. Et ce montant, une fois que l'auteur a atteint l'âge de 60 ans, il récupère ce montant. Et donc c'est des droits d'auteur ou 10% sur des droits d'auteur qui ont été récupérés. Et ça s'accumule pendant, si on est membre à partir de ces 18 ans, on aura pendant 42 ans l'argent, chaque fois 10% de l'argent. Et parfois, c'est une belle cagnotte pour recevoir à ses 60 ans. En plus, elle a aussi servi pendant le Covid. Parce que pendant le Covid, il y a eu des problèmes comme vous savez, comme beaucoup d'artistes ont vécu, une période très difficile financièrement parce qu'il n'y avait plus de revenus ou presque plus de revenus, très peu de soutien. Et donc, la SABAM a permis aux auteurs de retirer anticipativement sa réserve individuelle. Et donc, ça a permis à des auteurs à pouvoir aller acheter à manger, à pouvoir payer son loyer, etc. Donc, c'est une cagnotte c'est une cagnotte qui est un fonds social et qui sert donc dans des situations, normalement, pour la pension de l'auteur une fois que les 60 ans atteints, mais qui peut aussi servir dans des situations exceptionnelles comme le Covid pour justement soulager financièrement aussi l'auteur. En termes de répartition de droits, est-ce qu'il y a un montant maximum par an, un plafond qu'on ne peut pas dépasser, soit forcé par la SABAM, soit en termes d'optimisation par rapport aux taxes? En gros, est-ce qu'il y a vraiment un montant maximum, un plafond de verre un peu à pas dépasser, quoi? Non, pas du tout. On peut... Je veux dire, il n'y a pas de maximum de droits d'auteur à récupérer. Les droits d'auteur qu'on va récupérer, c'est les droits d'auteur auxquels on a droit. Donc, si on a une grosse votre musique est utilisée souvent internationalement sur les radios, plateformes de streaming, etc., vous recevrez ce qui vous est dû. Il n'y a pas de maximum. Il y a un maximum sur le traitement fiscal des droits d'auteur. Ça, c'est encore autre chose. Donc, on peut récupérer 100 000, 200, 250 000, autant qu'on veut, de droits d'auteur. Mais sur les premiers environ, je crois que chaque année, c'est indexé, mais je crois que maintenant, on est à 63 000 €. Donc, sur les premiers 63 000 €, il y a un régime fiscal avantageux. C'est-à-dire, on paye ce qu'on appelle un précompte mobilier, parce que les droits d'auteur sont considérés comme des droits mobiliers, comme un revenu mobilier, pardon. Et donc, un impôt sur les revenus mobiliers est appliqué, qui est normalement de 30%, mais pour les droits d'auteur, c'est de 15%. C'est une imposition qui est faite à la source. Donc, ça veut dire que c'est la SABAM qui retient les 15%.
et qui va les reverser à l'État. Et donc, l'argent qu'on reçoit est libre d'imposition, mais pas libre de déclaration. Donc, ça veut dire que l'argent qu'on reçoit, nous, on conseille toujours à nos membres de les déclarer aussi. Pourquoi ? Parce que souvent, il y a encore des frais qu'on peut imputer sur ces revenus. Par exemple, qui est en lien naturellement avec l'activité de la composition. On a acheté un piano, on a acheté une guitare, etc. Ce genre de factures, on peut les mettre en frais. Et on peut récupérer encore jusqu'à 50% du montant déclaré, on peut les récupérer en frais. Donc ça veut dire qu'en théorie, on pourrait aller jusqu'à 7,5% d'imposition, ce qui est naturellement très avantageux. C'est aussi un avantage qui n'existe pas dans d'autres pays. Donc la Belgique est assez unique pour ce régime fiscal. C'est encore c'est un avantage d'être affilié à la SABAM pour récupérer ses droits d'auteur parce qu'il y a ce régime fiscal qui a été revu cette législature. Donc en 2022, ça a été revu. Donc on est dans une nouvelle législation à partir du 1er janvier 2024. Mais pour les revenus droits d'auteur, il n'y a rien qui a changé. Donc ça a juste été clarifié. Et donc 100% des droits d'auteur qu'on récupère via la SABAM, c'est imposé à 15%, jusqu'à un montant de 63 000 €. Et par rapport aux diffusions et à l'argent que génère une diffusion, que ce soit en radio, à la télé, sur les plateformes de streaming, qui décide en fait finalement du montant que génère un stream sur Spotify ou Apple Music ou un passage radio à la radio ? Est-ce que c'est les plateformes qui diffusent ? Est-ce que c'est la SABAM qui fait un filtre ? Est-ce que c'est les politiques qui ont choisi des montants de manière arbitraire ? C'est un peu des trois. C'est un peu des trois. Naturellement, ça fait objet d'une négociation entre la SABAM ou un intermédiaire de la SABAM et la plateforme ou l'utilisateur ou l'exploitant. Ça, c'est un. Deux, naturellement, il y a un marché aussi. Donc, il y a des revenus qui sont générés par ces utilisateurs et donc le droit d'auteur est aussi en partie basé sur ces revenus. Si une plateforme génère, je dis quelque chose, mais si une plateforme génère 10 000 € par an, ça serait un peu difficile à la SABAM d'aller négocier un montant de 10 000 € parce qu'alors ils n'ont plus de revenus. Donc il y a quand même toujours un lien avec le marché, donc les revenus qui sont générés par le marché. Parfois il y a des revenus cachés, parce que la publicité par exemple, ça génère naturellement aussi des revenus. Il y a parfois des deals qui sont faits, par exemple des subventions, c'est quelque part aussi des revenus. Un festival qui organise, un organisateur qui organise un festival qui naturellement génère des revenus, mais en même temps reçoit aussi des subventions. Les subventions sont aussi prises en compte, en tout cas par la SABAM, comme une sorte de revenu. Des places gratuites sont souvent aussi une sorte de revenu. En échange, on reçoit, je dis quelque chose, de la bière gratuite ou l'assurance est gratuite, etc. Mais en échange, on reçoit des places VIP. Ça aussi, on doit. Donc, on essaye de prendre tout en compte pour définir ce revenu, ce qui est pas évident, parce que ça demande une certaine transparence aussi de l'exploitant. Et puis 3, il y a certains tarifs. Pour le droit d'auteur, il y en a quelques-uns où le tarif est déterminé par la loi, par le législateur. Et donc, c'est ce qu'on appelle des licences légales. Pourquoi ? Parce que c'est des utilisations que l'auteur en tant que tel ne peut pas interdire. Donc, il ou elle doit permettre ces utilisations et en échange recevra une rémunération, mais qui est fixée par la loi. Je donne 2 exemples très concrets. C'est la copie privée. Donc, les auteurs reçoivent une rémunération pour quand leurs œuvres sont copiées pour un usage privé et dans un cercle privé. Ce n'est pas quelque chose qui est contrôlable, mais il y a une rémunération qui est due. Cette rémunération est établie par la loi. Une autre, c'est le droit de prêt. Par exemple, un CD qui est mis en prêt par une bibliothèque ou une médiathèque, là aussi, la loi établit un tarif. Et donc, chaque fois que ce CD sera emprunté, il y a un tarif à payer par cette bibliothèque ou par cette médiathèque. Donc ça, c'est 2 exemples. Donc, oui, la SABAM essaye de négocier les meilleurs tarifs, naturellement, la meilleure rémunération, tient compte naturellement du marché, avec tous les revenus que l'acteur de marché va générer, même s'il est subventionné. Et 3, il y a des tarifs qui sont effectivement établis par la loi, dans lesquels on négocie naturellement aussi, mais on ne négocie pas avec un exploitant, on négocie avec le législateur pour démontrer le manque à gagner par cette copie privée ou par le fait qu'on prête
un CD dans la bibliothèque ou dans la médiathèque. C'est ça. Et donc, du coup, en tant que consommateur, quand on loue un CD quelque part ou quand on achète quelque chose qui pourrait copier de la musique, techniquement, il y a une sorte de taxe cachée avec des grands guillemets de copie privée qui va être après redistribuée chez les différents ayants droit. Ouais, c'est pas une taxe, hein, c'est un droit d'auteur qui est mis dans une sorte de licence légale. Donc, c'est la loi qui établit un tarif parce que, autrement, c'est ingérable. Une société de gestion collective ne peut pas gérer ce genre la SABAM ne pourrait pas aller contrôler dans tous les domiciles. Et donc, c'est plutôt un aspect de collectivité. Donc, ça veut dire que pas seulement la SABAM, mais aussi d'autres sociétés de gestion collective qui représentent des auteurs, des compositeurs, mais aussi des producteurs, vont recevoir une partie de ce gâteau. Et ça aussi, c'est quelque chose que la SABAM ne fait pas en direct. Hein, pour revenir à votre première question, est-ce qu'elle fait tout en direct? Non, c'est quelque chose qui se passe via... Au fait, c'est une société de gestion collective qui a été désignée par le politique pour gérer les droits représentés par les sociétés de gestion collective. Donc, c'est une gestion collective de gestion collective. Pour le faire compliqué, il y en a 2 en Belgique qui sont en train de fusionner. C'est Ovibel qui gère la copie privée et Reprobel qui gère la réprographie, tant sur papier que sur digital. Donc, pensez à des copies que vous faites sur la photocopieuse ou des scans que vous faites de documents. Et donc, Ovibel et Reprobel, la SABAM est membre, comme d'autres sociétés de gestion collective en Belgique sont membres. Et donc, la SABAM va récupérer, selon son répertoire, une partie des droits qui sont récupérés par Reprobel et Ovibel. D'accord. Donc concrètement, quand j'achète un téléphone ou un ordinateur, il y a une partie de montant qui sera redistribuée chez les auteurs-compositeurs. C'est le fabricant qui payera, parce que c'est le producteur au fait, qui met sur le marché le produit qui permet la copie, qui doit payer cette licence légale. Ouais. Ok. Mais c'est un peu... Au fait, c'est un peu comme... on peut comparer ça à Récupel, par exemple. Hein, donc, il y a une société... qui fait du recyclage de matériel électronique. Et pour cela, il y a une sorte de redevance qui est payée, qui s'appelle Récupel, qui sera mis dans le prix aussi, mais qui est payé par les fabricants ou les producteurs qui mettent sur le marché du matériel électronique. Et donc, en fin de compte, c'est payé par le consommateur, naturellement, mais c'est lui aussi qui, quelque part, fait usage de... Et donc, le matériel sera récupéré. Ici, c'est aussi l'usager qui va faire des copies privées, mais il est couvert par cette licence légale. Et donc, par cette redevance qui sera payée et rétribuée à l'auteur, à l'ayant droit, donc celui qui a fait la musique. Donc, quelque part, c'est grâce à ça, l'auteur, surtout il y a beaucoup d'auteurs littéraires qui reçoivent quand même de l'argent pour justement des copies qui sont faites de livres, de manuels, etc., qu'ils ont faites et qui sont prêtés ou copiés parfois en partie pour d'autres usages et d'usages privés. Est-ce qu'en tant qu'auteur-compositeur, on peut s'affilier à une société en France, au Royaume-Uni ou ailleurs, en tant que Belge? Et est-ce qu'il y a un avantage, finalement, à rester affilié à la SABAM en Belgique en tant que Belge? Ouais. Nouveau, c'est une question avec beaucoup de réponses. Nous, on préfère l'inverse, naturellement. C'est que des Français, des Canadiens, des Suisses viennent s'affilier à la SABAM. Pour répondre à ta question, c'est possible. Je veux dire, un Belge peut s'affilier à une société française, un Suisse peut s'affilier à la SABAM, un Canadien peut s'affilier à une société suisse. Tout ça, c'est possible, c'est libre. Il y a 2 choses. Quand on s'affilie à une société de gestion collective, on peut faire 2 choix. C'est le choix du territoire. Donc, on peut s'affilier, par exemple, à une société de gestion américaine, spécifiquement pour le territoire américain. Il y en a qui le font, parce que c'est une société, c'est un territoire lointain. C'est clair que le mécanisme de gestion de droit est quand même un peu différent. On parle là de copyright, pas de droit d'auteur, donc le mécanisme est un peu différent. Et donc, on pourrait dire, voilà, moi je reste pour les États-Unis, je vais chez une société américaine qui est plutôt construit autour de... C'est pas toujours les auteurs qui gèrent les boîtes, c'est plutôt des sociétés privées, mais on peut se faire membre là. Et puis pour le reste du monde, je reste à la SABAM. Ça se fait, c'est des choses qui se font. Même chose, un auteur français pourrait dire, voilà, je reste à la SACEM pour le monde, sauf la Belgique, parce que là, j'ai une grosse exploitation, je vais directement à la Belgique. Qu'est-ce que serait l'avantage? Si vous avez une grosse exploitation en Belgique en tant qu'auteur français, un chanteur français qui a fait un tube avec votre musique,
ça a du sens d'aller à la SABAM parce que vous allez y recevoir plus rapidement votre argent. Vous ne devrez pas attendre parce qu'autrement, si vous êtes resté membre de la SACEM, ça veut dire que le tube en soi en Belgique, ça va d'abord passer par la SABAM qui devra traiter et puis devra passer à la SACEM qui devra gérer. Et puis, donc, au lieu de prendre un peu moins qu'1 an, ça prendra probablement un peu moins que 2 ans. Donc, il y a 1 an de différence entre donc, ça pourrait être un avantage. Donc, ça, c'est le premier niveau, le territoire. On choisit le territoire. Naturellement, au plus de territoires qu'on choisit, au plus de sociétés on choisit, on doit gérer plus soi-même aussi, même si c'est collectivement. Mais ça a du sens, ça se fait. Maintenant, la majorité devient membre de la SABAM. Je crois que c'est la même chose pour la SACEM. La majorité se fait membre à la SABAM pour le monde entier. C'est une minorité qui de temps en temps demande des exceptions pour certains territoires, comme j'ai mentionné, les États-Unis, la France, l'Angleterre, des choses comme ça. On suit surtout le marché, c'est un peu ça. Si l'artiste en question a un label anglais et développe sa carrière en Angleterre, ça a du sens qu'il se fait membre ou le label demande qu'il se fasse, ou l'éditeur demande qu'il se fasse membre de la société anglaise pour l'Angleterre. Donc, mais en règle générale, en principe, on s'affilie et on devient membre pour le monde entier. Deuxième chose qu'on peut faire le choix, c'est l'exploitation. Donc, je crois qu'il y a une dizaine de modes d'exploitation et on peut choisir juste un mode d'exploitation. On peut dire, voilà, moi je mets juste je ne le connais pas par cœur, il faut voir ça dans les documents d'affiliation, mais on peut dire, voilà... sur les 10 points, je mets mes droits en gestion pour le point 1, le point 5 et le point 7. Et pour le reste, je vais faire ça individuellement. Ou pour le reste, je fais dans une autre société de gestion collective qui, selon moi, va faire ça beaucoup mieux. C'est ça. C'est possible. Et alors, le troisième, ce qui est naturellement spécifique pour la SABAM, c'est puisqu'on est une société multidisciplinaire, c'est un autre avantage de la SABAM, parce que si vous êtes musicien, ou si vous êtes auteur-compositeur, vous êtes autrice-compositrice, vous faites de la musique, mais un jour vous dites « Oh, j'ai fait tellement de musique et j'ai été dans tellement de studios, j'ai pris des photos, c'est des chouettes photos, je vais faire un catalogue avec toutes mes photos que j'ai prises en studio pour en faire un catalogue avec tous les artistes avec qui j'ai travaillé, je vais mettre ce livre sur le marché. » Si vous êtes à la SACEM ou vous êtes chez Bumastemra qui gère juste la musique, ils vont vous dire sorry, mais on ne peut pas vous aider. On ne peut pas vous soutenir avec notre fonds culturel parce qu'on ne gère pas les droits photos ni les droits littéraires et on ne peut pas gérer ces droits. Donc, vous allez devoir aller dans une autre société. Tandis qu'à la SABAM, il n'y a pas de souci. Vous êtes normalement, et la plupart des gens s'affilient pour toutes les disciplines. Ce n'est pas nécessaire. Mais même si vous êtes juste affilié pour la musique, ça ne demande que... il faut juste cocher littérature et photographie et alors on gère aussi vos droits. Donc il ne faut pas sortir de la société pour faire gérer vos droits sur dans d'autres domaines artistiques. Donc ça c'est un avantage, mais on peut le faire. Donc ça veut dire que là aussi on peut faire le choix de la discipline, c'est de dire voilà, je suis autrice-compositrice et je fais de la musique et pour la musique je vais à la SABAM. Mais par exemple, je suis aussi photographe et pour la photographie, je vais dans une autre société de gestion qui gère la photographie. Et en termes des redevances, est-ce qu'il peut y avoir, par exemple, en tant que Belge, si je m'affilie à la SACEM, une sorte de double taxation ou voilà, des désavantages de par le fait de s'affilier à une société de gestion ailleurs qu'en Belgique, en fait? Comme je vous l'ai dit, la fiscalité joue naturellement. Parce que si vous allez donc, à la SACEM, sauf si vous en remplissez un document parce qu'avec la France, il y a un traité d'interdiction de double imposition. Donc là, éventuellement, il y a un chemin pour ne pas être taxé en France et d'être taxé en Belgique pour les revenus qui sont en Belgique, naturellement, qui viennent de la Belgique. Mais ça sera juste pour les revenus qui vous sont payés par la SABAM. Donc ça sera juste pour votre... pour le territoire français. Tandis que si vous êtes membre à la SABAM, tous les revenus qui viennent de partout dans le monde, tout ça sera taxé. Si vous habitez en Belgique, ça sera taxé à ces 15%. Okay. Donc ça, c'est un avantage. Les redevances, il n'y a pas vraiment de différence, mais dans les contrats de réciprocité, donc nous, on applique pour notre répertoire et donc inclus le répertoire des autres sociétés de gestion collective, on applique nos conditions.
Donc ça veut dire que si nous allons négocier avec les radios un certain montant qui est basé sur un pourcentage par exemple, on va le faire pour tout notre répertoire, inclus le répertoire étranger. Ce que la SACEM va faire automatiquement aussi en France, mais elle aura peut-être d'autres conditions. Nous, on demandera peut-être 10% sur les revenus, tandis que la SACEM demandera, parce que c'est un plus gros pays, peut-être 9% sur les revenus. Ça, c'est possible. Ça, c'est autorisé. Donc, c'est clair que dans des plus petits pays où la situation économique est peut-être un peu moins bonne, où les radios génèrent peut-être moins de revenus, etc., c'est clair que les conditions ne sont pas les mêmes. Donc, ça veut dire qu'un passage à la radio belge vaudra probablement beaucoup plus qu'un passage à la radio ukrainienne ou géorgienne, etc. Allez, je dis ces pays sans jugement de valeur, mais je crois que la situation économique sera peut-être probablement un peu moindre, et donc la redevance sera beaucoup moindre dans ces pays. Donc si vous avez reçu, je dis quelque chose, 50 € pour un passage à la radio en Belgique parce que c'est passé à une radio nationale, il faut être certain qu'en Roumanie ou en République tchèque, quand vous avez un passage sur la radio nationale, vous n'allez pas recevoir 50 €. En Belgique, on vit dans un pays un peu particulier, qui est un petit peu coupé en deux. Il y a une sorte de mur culturel entre la Wallonie et la Flandre. Je le vois beaucoup justement dans le développement des projets. J'ai découvert des artistes qui remplissaient des Sport Palace. J'en avais jamais entendu parler jusqu'à cette date-là qui commence à faire du bruit un petit peu chez nous. Ça m'étonne parfois. Est-ce que la SABAM ressent des challenges de par justement ces deux communautés en fait qui cohabitent dans le même pays? Oui, il y a des challenges parce que c'est un autre paysage. Il y a aussi une autre politique et ça dépend un peu de la politique. Le ministre de la Culture en Belgique francophone était un ministre écolo. Le ministre de la Culture en Belgique, en Flandre, était un ministre NVA, qui en plus était le ministre-président. Donc ça donne quand même une autre politique. De toute façon, on travaille dans les deux régions ou dans les deux communautés à part égale. Donc ça veut dire qu'en Belgique francophone, on travaille ensemble avec le Conseil de la musique. On est dans la chambre de concertation musique où on est assez actif. On travaille beaucoup avec les acteurs dans le marché. On a des partenariats avec des festivals, avec des organisateurs d'événements. Mais on sent qu'il y a quand même une nécessité de construire des ponts entre les deux. On a encore eu sur nos réseaux sociaux il n'y a pas longtemps des remarques de Flamands qui se plaignaient du fait qu'un post qu'on avait fait sur une autrice francophone, que ce post n'était pas traduit en néerlandais. On ne l'avait pas traduit en néerlandais parce que le post était sur une émission radio en Belgique francophone sur l'artiste en question, et donc on pensait pas, en tout cas on se disait de toute façon l'émission étant en français, donc les gens qui voudront l'écouter devront nécessairement parler le français. Mais donc ça nous a fait réfléchir parce qu'on se disait tiens, c'est une artiste qui, même si elle chante en français, pourrait aussi connaître elle pourrait être aussi connue, où on pourrait la faire connaître en Belgique, en Flandre. Et donc on s'est dit pourquoi pas de plus en plus faire nos posts en deux langues, mais pas parler de l'émission, mais par exemple de dire voilà, c'est une artiste, elle passe à la radio, mais voilà une playlist des meilleures chansons qu'elle a sorties les dernières années, ou voilà son nouvel album, et de mettre un lien et de le faire en néerlandais juste pour, s'il n'y a qu'un Flamand qui la découvre, tant mieux. Donc on peut faire les ponts. À l'international, on y croit encore plus. Donc non, on ne croit pas en le fait, et c'est un peu polémique, mais on croit qu'on sera plus fort à l'international si on mettant nos artistes francophones que nos artistes flamands, ou la lumière sur ces deux artistes. Et donc, je crois que ça sera difficile de développer une marque flamande ou une marque Belgique francophone. Je crois que la marque Belgique est plus forte. Et on peut dire, voilà, Belgium, but music from Flanders et music from French community. On fait ça dans le film aussi. Mais je crois qu'on est plus fort si on monte des plateformes à l'étranger qui font de la promotion de notre musique dans les deux communautés, mais sous le drapeau belge. Je crois que c'est beaucoup plus fort. Et c'est pour ça qu'on a investi aussi avec Vibe et Wallonie-Bruxelles Musique dans la plateforme Belgium Booms, qui est une plateforme avec laquelle Vibe, qui est au fait je vais pas dire bureau d'export, mais c'est une organisation qui soutient le musicien ou le secteur musical professionnel.
Et Wallonie-Bruxelles Musique, qui est au fait le bureau d'export de la Belgique francophone, on les soutient pour justement faire des actions sous le drapeau Belgium Boom, c'est donc sous le drapeau belge, dans par exemple des festivals de showcase comme Mama Festival à Paris ou Eurosonic aux Pays-Bas. Et donc là, je crois la SABAM est belge. Quand elle a été créée en 1922, il y avait 2 conditions. La première condition, elle était multidisciplinaire. C'était une des conditions. Elle devait être multidisciplinaire. Deuxième condition, elle devait être belge, même si elle a été créée par des auteurs flamands. Il faut se rendre compte, dans ce temps, on est 1922, c'est 8 auteurs flamands, mais vraiment flamands, qui ont décidé, depuis le début, on en fait une société belge, et donc on accueille aussi les francophones. Donc ça a toujours été dans l'ADN de la SABAM. Maintenant, naturellement, on est dans une autre réalité, parce que les années 70, on a eu les différents, le partage de la culture, médias, l'enseignement, ce qui a fait qu'on est quand même dans des contextes différents, culturels, médiatiques et aussi d'éducation. Mais cette idée de faire des ponts entre les 2 communautés, ça reste encore toujours à la SABAM. Et c'est encore toujours incrusté, c'est encore toujours dans notre stratégie aussi de justement faire des ponts et de faire connaître des auteurs-compositeurs francophones à la communauté flamande et l'inverse. Par rapport à vos affiliés, je le vois dans les coachings que je donne à parfois des très jeunes projets où la barrière entre label et éditeur est parfois un petit peu floue. Et je sais qu'on m'a déjà plusieurs fois posé la question, vu que la SABAM travaille avec les droits d'auteur, il y a une sorte de pont qui se fait entre la SABAM et les éditeurs. Et donc j'ai pas mal de questions parfois sur l'implication de la SABAM dans la création des œuvres à proprement parler. Est-ce que vous avez un droit de regard sur la création des œuvres de vos affiliés ? Non. Non. C'est clair. Non, on n'a pas de... Si la question, je veux dire, dans les critères pour s'affilier à la SABAM et pour la gestion des droits, ça doit être des critères objectifs. Donc on va pas donner un avis, que ça soit artistique ou artistiquement professionnel, à un auteur pour ses œuvres. C'est pas le rôle de la SABAM. Par contre, le troisième rôle, c'est-à-dire à côté de l'économique, le social, il y a aussi le rôle culturel. Il y a un fonds culturel qui s'appelle SABAM for Culture qui a comme vocation de soutenir financièrement des projets artistiques. C'est toujours un financement complémentaire, donc on ne va jamais payer 100%. On demandera toujours à l'auteur-compositeur ou ces structures qui l'accompagnent d'investir aussi, mais nous on y met d'une autre. Et on travaille depuis 2023 aussi sur la formation et le conseil, mais avec des partenaires. Même avec le financement, on va travailler avec des partenaires, c'est-à-dire qu'on regarde naturellement le politique. On a un accord, par exemple, avec Wallonie-Bruxelles Musique, où pour l'exportation, pour chaque euro qu'eux y mettent, nous on met 1 euro aussi. Et on travaille ensemble depuis peu avec Playwright Plus. C'est venu parce qu'on a créé avec Playwright Plus, Fakir et Musikhilde, qui est la fédération des musiciens côté flamand. On a créé, lors du Covid, le Fund Belgium Music pour soutenir le financement d'enregistrements. Il y a des liens, des liens qui se sont créés, des ponts qui se sont construits. Il y a des personnes qui ont appris à se connaître et à bien travailler ensemble. Et donc, quand on a arrêté le Fund Belgium Music, on a décidé, Playwright et la SABAM ont décidé de continuer à travailler ensemble. Et donc, ça a résulté en une première collaboration en juin 2023 où on a mis sur le marché une bourse vidéoclip qui existait déjà à la SABAM, mais dont, grâce à la collaboration avec Playwright Plus, a un montant plus élevé. Donc, je crois qu'avant, on donnait 1 000 euros maximum. Maintenant, on donne jusqu'à 1 500 euros, 1 500 euros maximum. Et il y a 2 nouvelles bourses qui vont être mises sur le marché en 2024. Je peux déjà donner un primeur, si vous voulez. C'est la bourse résidence et la bourse autoproduction. Okay, donc résidence pour des artistes, auteurs, autrices qui vont en résidence pour créer une production live et donc répétition, produire le show. Et puis 2, c'est autoproduction, c'est pour des artistes qui n'ont pas de label et qui sont en autoproduction. Donc ils vont produire eux-mêmes ou qui ont produit eux-mêmes leur enregistrement. Et donc nous, on va soutenir la promotion. On va financer au fait la promotion du single ou de l'album pour que l'auteur ou l'artiste
soit entouré des bonnes personnes pour justement mettre sur le marché. C'est un peu pour la mise sur le marché de l'album ou du single. Donc ça, c'est 2 bourses qu'on va faire ensemble avec Playwright. Donc c'est ce financement et les partenariats, formation et conseil aussi. On a fait un projet pilote en Flandre. On a fait un projet pilote qui va démarrer avec Artpreneur, qui est un projet d'une université bruxelloise. On a, avec le Conseil de la musique, on travaille, le Studio des variétés, on travaille ensemble, justement pour professionnaliser cet artiste, pour le faire comprendre dans quel secteur il travaille et de faire en sorte qu'il ait les bons outils pour réussir. Donc on va essayer de mettre toutes les chances de son côté pour permettre la réussite dans son trajet artistique. Ça, c'est le but. Et pourquoi travailler avec Playwright ? Pour la simple raison que nous, on représente des auteurs, compositeurs, autrices, compositrices, et on a simplement constaté que souvent, c'était l'artiste et l'auteur, ou l'artiste et l'autrice, c'était une et la même personne. Et donc, ça avait du sens de se mettre ensemble, bien que notre fonctionnement et la gestion des droits est tout à fait différent pour la SABAM que pour le Playwright. Alors, on me pose souvent la question, est-ce que le fait de s'affilier à la SABAM sécurise nos œuvres face au plagiat ? Est-ce que la SABAM a une armada d'avocats en interne pour protéger ses auteurs-compositeurs face à ce genre de problématiques ? De nouveau, la question appelle 2 réponses, oui et non. Si on parle de plagiat dans le sens, le terme juridique de plagiat, c'est-à-dire 2 œuvres qui se ressemblent et dont le créateur de l'un accuse le créateur de l'autre qui s'est accaparé de sa chanson et donc il a retranscrit le texte ou qu'il a pris une partie de sa mélodie, etc. Non, là pas. Parce que c'est impossible à contrôler. On n'a pas une banque de données qui fait constamment des contrôles sur la mélodie, le texte, etc. pour faire des comparaisons et dire non, vous êtes trop similaire à tel et tel. En plus, c'est pas à la SABAM de décider qu'une œuvre ressemble trop à une œuvre originale pour faire que la deuxième soit plus originale puisqu'elle est quelque part un plagiat de l'autre. C'est pas à la SABAM de décider de ça. C'est seulement un juge peut décider de ça. De dire, voilà, une œuvre originale a été plagiée parce qu'elle reprend trop d'éléments originaux de la première œuvre. La SABAM ne s'est pas décidé de ça. Ce que la SABAM fait par contre, mais c'est un service payant, mais qui est pas très cher, vu naturellement ça dépend un peu de l'enjeu économique ou de l'enjeu financier. Mais donc elle a une commission à laquelle on peut demander un rapport de comparaison entre les 2 œuvres. Et la commission, c'est des musiciens qui sont dedans, c'est des musicologues et qui vont faire un rapport sur les similarités et les différences entre les 2 œuvres. Et ce rapport peut alors aider l'auteur qui se sent plagié de décider s'il y a assez d'éléments pour aller vers un tribunal ou pas. Et ce rapport peut naturellement aider aussi si le rapport dit voilà, à 90% c'est la même chanson parce que telle et telle harmonie sont les mêmes, la mélodie est la même, les textes sont plus ou moins repris. Il y aura beaucoup de chances que le juge suivra ce rapport. Naturellement, il y a contre-expertise qui est possible, etc. Et ça, on fait. Oui, on le fait dans le cadre de, par exemple, exploitation abusive ou contrefaçon. Parce que là, si une œuvre identifiée par nous comme une œuvre qui appartient à notre répertoire est utilisée mais n'est pas payée, là, on va intervenir. C'est ça. Et on va proposer une licence à la plateforme, à la radio, n'importe, pour naturellement l'ensemble de notre répertoire. Et on ira en justice si la licence n'est pas payée, sur base du fait qu'il n'y a pas licence, donc il n'y a pas autorisation. C'est ça, d'accord. Mais on décide pas quand il y a un litige ou un différend entre 2 auteurs dont l'un dit de l'autre qu'il a plagié. Là, on n'intervient pas parce qu'il y a un aspect droit moral aussi. Il y a un aspect qui est plutôt du juge d'une interprétation de fait et donc qui doit être évalué cas par cas. La seule instance qui peut décider que ça soit un plagiat ou pas, c'est le juge. Je disais que c'était quasiment impossible, du coup, avec autant de données, de vérifier
des cas de plagiat par exemple. Maintenant en 2024, on va rentrer dans l'ère de l'intelligence artificielle. Une question plus générale sur la SABAM. Est-ce que la SABAM s'adapte justement au changement du fonctionnement de l'industrie musicale et des bouleversements comme celui de l'IA et de manière plus globale au-delà de l'intelligence artificielle? Comment est-ce que vous arrivez en fait à rester à jour avec un secteur qui est changeant quasiment d'année en année en fait? D'abord, revenir sur le plagiat. Techniquement, c'est possible naturellement de faire une comparaison et de voir s'il y a des similitudes entre des chansons. Mais on ne le fait pas parce que ça n'a aucun sens, parce que de toute façon, c'est le juge qui doit décider. Donc même si on constaterait, on ne sait rien faire avec. On ne sait même pas refuser, parce que ce n'est pas à nous de décider que la chanson est trop similaire à une autre et donc ne peut pas être acceptée. Alors il faut savoir, la SABAM, en tant qu'auteur-compositeur, on a naturellement le premier maillon de la chaîne. Une compositrice compose une œuvre, et l'œuvre sera alors interprétée, jouée, enregistrée, exploitée, etc. Donc elle est le premier maillon de la chaîne, mais dans la rémunération, elle sera toujours le dernier maillon de la chaîne. Donc l'auteur ou l'autrice sera la dernière rémunérée, parce que l'argent rentre par l'exploitation et puis est rétribué à chacun. Donc d'abord c'est le distributeur qui est payé, puis le producteur, puis l'artiste, le manager éventuellement, l'éditeur, puis la SABAM quelque part, qui en plus rémunérera aussi l'éditeur pour les aspects qui tombent sous la gestion collective. Donc on vient toujours en dernier, mais on a des équipes en interne qui s'occupent justement à la veille de ce qui se passe dans le marché. Donc ça veut dire que l'intelligence artificielle était déjà sur notre radar depuis 1 an et demi. On avait déjà eu des présentations, ce qui allait arriver. Mais d'ici à réfléchir à un modèle de licence, c'est autre chose. Parce que je donne toujours l'exemple du podcast. Le podcast, il ne rapporte pas d'argent. Il ne rapporte pas d'argent. Mais on utilise des œuvres qui appartiennent à la SABAM, que ce soit de la musique ou des textes, etc. Et donc, quelque part, ça doit être rémunéré. Mais il n'y a pas de revenus. Il n'y a pas de revenus qui sont générés. Donc, c'est très difficile de mettre un modèle de licence en place qui tient à la route et qui permet justement de valoriser ou de capter la valeur économique et de déterminer la part qui revient à l'auteur. Donc ça, c'est toujours un exercice qui est en continu. Donc ça veut dire qu'on est occupé encore toujours avec le streaming, parce que c'est clair que le streaming en ce moment, ça ne rapporte pas encore assez pour l'auteur. Bien qu'on a déjà 15%, on voit que dans les partages, il y a quelque chose qui cloche. Donc ça, c'est une étude qui se fait au niveau européen. On suit ça de très, 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 très près. On travaille ensemble aussi avec des organisations qui travaillent au niveau international ou au niveau européen et qui font du lobbying aussi pour les sociétés de gestion collective en entier. Donc on travaille aussi avec nos sociétés sœurs pour justement trouver des solutions. 2, il y a naturellement tout le podcast. Il y a la musique qui est jouée dans les jeux vidéo, tout ce qui est concert dans le monde virtuel. Tout ce qui est virtual reality. Maintenant, c'est un peu passé parce que tout le monde parle d'intelligence artificielle. Mais je connais des sociétés qui sont occupées. Il y en a eu je crois ce week-end, il y en a eu de nouveau sur Fortnite. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Des concerts de nos auteurs avec notre musique, qui sont organisés dans des mondes virtuels ou qui attirent des millions de gens. Qu'est-ce qu'on fait avec? On a fait un test avec Tomorrowland qui avait fait un festival en ligne. C'est la première fois, au fait, on était la première société qui ont donné une licence pour un concert, un festival, mais pour un répertoire international. Ça n'a pas rapporté beaucoup d'argent, mais on a fait une licence. Et donc, nécessairement, l'intelligence artificielle est quelque chose qui vient aussi, qui est déjà là, qui est d'une part un outil qui va être utilisé par nos auteurs, nos autrices pour justement créer de la musique, mais d'un autre côté, les œuvres, ce qui a été créé par des humains, par nos autrices, par nos auteurs, est aussi utilisé pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle pour générer de la nouvelle musique. Est-ce qu'elle est protégée? Est-ce qu'elle n'est pas protégée? Est-ce que ça va générer des droits, cette nouvelle musique? C'est toutes des questions qui jouent. Et donc là, on suit naturellement ce qui se passe au niveau européen. C'est très transversal, ce qui se passe au niveau européen. Nous, on veut de la transparence parce qu'on veut savoir quand ce que notre répertoire est utilisé. Un peu comme les radios. Les radios, ils prennent notre musique et elles l'utilisent. On veut savoir quelle musique l'intelligence artificielle utilise. Ce qui est plus difficile, c'est alors, quand ils génèrent de la nouvelle musique, quelles œuvres ils ont utilisées, quels morceaux ils ont utilisés pour générer cette nouvelle musique. Et est-ce que les auteurs ou autrices de ces œuvres qui ont été utilisées pour ce nouveau produit, cette nouvelle musique,
est-ce qu'ils ont droit à une rémunération quand cette musique a été jouée ou est jouée? Donc ça, c'est toutes des questions qu'on suit de très près et donc qui en final devra aboutir à une sorte de modèle de licence qui sera appliqué à ce genre de nouvelle exploitation quelque part. Parce que c'est une nouvelle mode d'exploitation, on utilise notre répertoire et donc nous, on va la valoriser économiquement et facturer les droits qui sont dus à nos auteurs et nos autrices. Au fait, ce que les sociétés qui utilisent l'intelligence artificielle font, c'est qu'ils se prévalent d'une exception qu'il y a dans une directive et dans la loi belge qui leur permet de faire du text and data mining, ça s'appelle. Donc, ils minent au fait de l'information qui est sur Internet et l'utilisent pour... Et donc, il y a une exception dans la loi. Mais la loi permet uniquement l'exception pour des buts scientifiques ou de la recherche scientifique ou pour l'éducation, l'enseignement. Et elle permet aux auteurs de faire une réserve quand c'est à but commercial. Donc à dire non, mais c'est l'auteur qui doit le faire. Mais ils se prévalent de cette exception. Nous, on n'est pas d'accord parce qu'on trouve que ça n'existait pas l'intelligence artificielle dans ce temps. Donc on ne peut pas se prévaler de quelque chose sur une situation qui n'existait pas encore quand on a établi la loi. Et donc, mais eux, ils se prévalent d'eux. Et donc, juste par sécurité, on va exercer cette réserve au nom de nos auteurs. En disant, voilà, l'exception, elle ne peut pas être utilisée à des fins commerciales pour notre répertoire. Donc on va faire ça au nom de nos membres, au lieu que nos membres doivent individuellement le faire eux-mêmes. Ce qui est naturellement nous vaut un avantage d'être dans une société de gestion collective, parce que la société de gestion collective prendra des actions qui servent toute la collectivité. Parce que même si on fait la réserve, ça n'empêche pas un auteur individuel qui dit « ouais, mais moi je veux qu'on utilise mes œuvres pour le text and data mining ». Ben, il pourra toujours le faire. Il pourra dire, mais moi, je ne fais pas la réserve, je veux, mais il pourra demander une rémunération. Parce que, puisque ce n'est plus une exception, puisqu'on a fait la réserve, il récupère le droit et donc il peut négocier le droit s'il veut. Donc, d'un côté ou d'un autre, ça sera un avantage pour l'auteur et l'autrice. Je sais qu'il y a quelques années ou quelques mois, je ne sais pas à quel point c'est récent, il y a une nouvelle plateforme qui s'est lancée, Unisono. Finalement, Unisono, c'est quoi précisément par rapport à la SABAM ? Unisono, en fait, elle n'est pas tellement nouvelle, mais naturellement, elle a été créée le 1er janvier 2020. Et la plateforme Unisono est une plateforme, au fait, qui a été créée suite à un constat. Et le constat, c'était que des gens qui utilisaient de la musique, ils recevaient 2 factures. Ils recevaient une facture de la SABAM pour les droits d'auteur et ils recevaient une facture... Ça dépendait du secteur d'une société qui facturait ce qu'on appelle la rémunération équitable. Qu'est-ce qu'est la rémunération équitable ? C'est une rémunération qui est payée pour l'utilisation, pas de la composition, mais de l'enregistrement. Et donc l'enregistrement, il y a un partage de droits entre les producteurs et l'artiste-interprète. Et donc ces 2 autres sociétés, Playwright et Simim, qui avaient mandaté d'autres sociétés pour aller récupérer cette rémunération équitable. Dans le marché, c'était le bordel. Des gens recevaient 2 factures, chaque fois pour de la musique, mais une fois pour les droits d'auteur, une fois pour la rémunération équitable. Quand tu as un café, un commerce, tu reçois des factures d'électricité, d'assurance, etc. Et tu te prends aussi une facture SABAM et puis tu reçois une facture rémunération équitable. Chaque fois pour de la musique, tu n'y comprends plus rien. Donc pour uniformiser tout ça et pour rendre la vie quand même plus facile aux commerçants et aux cafés et à tous ceux qui utilisaient de la musique, on a créé la plateforme Unisono. Et en fait, avec la plateforme Unisono, on fait une déclaration quand la rémunération équitable, les droits d'auteur est facturée sur une facture. Et donc, c'était beaucoup plus transparent parce qu'il y avait des gens qui payaient 2 fois, il y avait des gens qui payaient juste la SABAM mais pas la rémunération équitable et l'inverse. Donc, c'était beaucoup plus facile pour le client et pour nous aussi pour le gérer. Donc, on a su faire des économies d'échelle qui sont tant bons pour les clients, mais aussi bons pour les auteurs et les artistes interprètes et les producteurs. Et c'est surtout les artistes et les interprètes et les producteurs qui ont gagné parce que je crois que la commission je crois qu'ils ont pu diminuer de moitié la commission qu'ils appliquaient. D'accord. Donc pour les artistes interprètes, les producteurs, c'était certainement un avantage. Et donc Unisono facture, récupère, centralise et redispatche l'argent entre les 3 sociétés de gestion. C'est au fait, comme j'ai dit, le direct, il y a un dernier qui se passe indirectement, c'est Unisono. C'est la plateforme Unisono qui, nuance, est une plateforme qui est gérée en interne par la SABAM. Donc le back-office, comme on appelle l'administration, se fait par la SABAM parce qu'on a l'informatique, on a les moyens humains aussi pour le faire parce qu'on le faisait dans le passé. Mais on le fait tant pour nos droits d'auteur
et pour la rémunération équitable. Ce qui est assez amusant, c'est que dans les réunions, parce qu'on a des réunions mensuelles pour faire une évaluation du fonctionnement d'Unisono, on a une personne SABAM, on a une personne pour les producteurs, une personne pour donc auteur, artiste, interprète, producteur, et on a aussi une personne qui est employée par la SABAM, mais qui est là pour représenter Unisono, qui est en fait une plateforme qui n'est pas externe à la SABAM, puisque le siège est à la SABAM, mais qui travaille aussi pour la SABAM et pour la rémunération équitable. Ok. D'après toi, là on va bientôt rentrer en 2024, quel est, de manière plus globale, le gros challenge de l'industrie musicale en 2024 et dans les années à venir? Mais je crois que le challenge reste le même que le début des années, fin années 90, début années 2000, c'est le numérique. Moi, j'ai encore connu, dans les années 80, 90, une industrie musicale qui, financièrement, économiquement, dépendait de la vente de supports. Elle tournait, la base des revenus, c'était le support physique. Et pour promouvoir le support physique, on faisait des concerts. Maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, c'est vraiment l'inverse. On fait un support physique, mais c'est un support physique qui est nécessaire pour justement pouvoir faire des concerts. Donc, le poids financier, le poids économique est passé d'un support physique vers le live, ce qui pose problème parce que ce n'est pas les mêmes acteurs. Des labels dépendent de la vente de support physique. Ont très peu, je crois qu'ils n'ont pas souvent des revenus du live. Éditeur, auteur, c'est autre chose. Pour les auteurs, éditeurs, ça a créé moins de chamboulements, disons ça comme ça, bien que la vente de support physique a toujours été importante. Mais ça a créé moins de chamboulements parce qu'il y avait plus de live, donc il y avait plus de revenus qui venaient de là. Donc le numérique reste un gros problème parce qu'on voit vraiment on appelle ça une transition du linéaire vers du non-linéaire. Dans tout ce qu'on voit, mais au fait c'est pas vrai. Le linéaire reste, s'ajoute à ça le non-linéaire. Et le problème c'est que le non-linéaire n'est pas assez rémunérateur pour payer. Pensez au podcast, ça génère pas de l'argent, mais il y a par d'autres manières des choses qui sont de l'argent qui est généré. C'est plus un outil de marketing, de boîte média, etc. qu'autre chose. Donc il y a beaucoup de numérique, de non-linéaire qui n'est pas rémunéré ou pas rémunéré à première vue, mais on utilise de plus en plus le non-linéaire pour exploiter des œuvres, exploiter de la musique, mais elle n'est pas bien rémunérée. Donc on voit qu'on paye la même chose, mais elle est étalée sur beaucoup plus d'œuvres, parce qu'il y a le non-linéaire qui vient en plus. Donc il faut trouver une solution pour cela. Parce qu'on migre de plus en plus vers le non-linéaire, surtout les jeunes, mais les jeunes n'ont pas compris que quelque part, tout ça n'est pas gratuit. Donc on a eu un modèle gratuit qu'on a essayé de faire payant avec l'abonnement et les subscriptions, mais il n'y a pas assez de revenus qui rentrent. En tout cas, il n'y a pas assez de revenus qui valorisent les œuvres, la valeur qui valorise les œuvres des auteurs. Donc là, il faut trouver une solution entre le linéaire qui a toujours été payé à sa juste valeur et le non-linéaire où ce n'est pas encore le cas. Que ça soit le streaming, le podcast, la VOD, les OVO, etc., via les chaînes. Le deuxième gros problème, ce qu'on constate, c'est ce que j'appelle un peu une américanisation du système économique, c'est-à-dire qu'on passe d'un système de droit d'auteur vers un système de copyright. On voit de plus en plus de systèmes de buy-out. Donc ça veut dire que des producteurs ou des distributeurs vont faire un rachat de droits et court-circuiter un peu le système de gestion collective. Maintenant, aux États-Unis, ça existe, le système de buy-out, mais il n'y a pas de la gestion collective, il y a plutôt les systèmes des guilds. Donc il y a des grandes fédérations, des gros syndicats qui négocient, ils ont fait la grève, les scénaristes ont fait la grève, les acteurs ont fait la grève pour justement récupérer des droits sur le streaming, etc. Ils ont fait ça il y a 20 ans pour le DVD aussi, où ils ne recevaient rien pour les DVD. Ici, on voit qu'on fait des rachats de droits aussi, les grosses plateformes font des rachats de droits, mais en même temps, ils ne font pas en sorte que, via la gestion collective, il y a une partie de l'exploitation qui revient à l'auteur ou à l'artiste. Et ça, c'est un gros problème aussi, parce que l'auteur et l'artiste accepte un montant qu'il établit au début de la négociation. Donc, on ne sait pas si ça... Donc, il est déjà content que son album sort, il est déjà content que sa musique est distribuée et il accepte éventuellement un moindre d'argent parce qu'il espère pouvoir bénéficier aussi du succès. Mais quand le succès vient, puisqu'il y a un rachat de droit, il ne récupérera rien. C'est ça. Et ça se passe de plus en plus. Est-ce que c'est légal ? Est-ce que c'est autorisé, je veux dire, de vendre ces droits ? C'est pas légal en Europe. C'est ça. Mais on fait des contrats américains. Donc, on fait des contrats qui sont soumis au droit américain. Et donc, dès lors,
c'est autorisé parce que le droit américain le permet. Donc même en tant qu'Européen, si on signe un Non, contrat... c'est des boîtes américaines. Il faut un lien avec les États-Unis, autrement ça n'a pas de sens. C'est pas un petit label à Bruxelles qui va utiliser ce genre de contrat, mais c'est une pratique qu'on commence à utiliser dans le secteur. C'est vrai avec surtout des boîtes américaines ou des boîtes qui sont internationales et qui ont un point d'ancrage aux États-Unis aussi. Mais c'est une pratique qui peut se développer et une pratique qui pourrait devenir une pratique commune au sein de l'Europe. Ça, c'est deux choses sur lesquelles on veut vraiment travailler les prochaines années et qui sont vraiment un défi, voire une menace pas seulement pour la gestion collective, mais aussi pour l'auteur en tant que tel. Parce que pour la gestion collective, je sais que la gestion collective n'a pas toujours une bonne réputation, pas chez les clients, mais non plus chez les auteurs-compositeurs. Mais en fait, il faut comprendre que la gestion collective, c'est un peu comme la démocratie. C'est en fait le meilleur moyen, il n'est pas idéal, mais c'est le meilleur moyen pour défendre les droits et des intérêts de créateurs, créatrices qui, à la base, sont dans une position qui est précaire et qui n'a pas beaucoup de poids économique et qui sont confrontés souvent, pour vivre de leurs arts, à des institutions, à des entités qui sont économiques et qui sont des acteurs de marché et qui ont un point de négociation qui est beaucoup plus fort. Donc, ces sociétés de gestion, ces collectifs d'auteurs qui ne s'apparentent pas à des syndicats parce qu'on est beaucoup plus flexible qu'un syndicat et on a aussi une autre vocation. Mais c'est quelque part une sorte de garde-fou, de garantie que l'auteur ait quelque part une protection et une garantie sur une rémunération pour ce qu'il aime faire le plus, c'est de créer et de faire la musique et d'être sur scène et de porter son art vers un public. Tout à fait. Je rebondis très rapidement sur ce concept de copyright. Donc, si j'ai bien compris et en vulgarisant très très fort, le copyright peut se vendre. Donc on peut vendre son copyright après avoir créé une œuvre, que le droit d'auteur pas en Europe. Maintenant, ça me donne un cas de figure... Pour faire très simple, je t'interromps, pour faire très simple, le copyright colle à l'œuvre, le droit d'auteur colle à la personne. Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est juste ça. Donc l'œuvre, on peut la vendre avec les droits inclus. L'auteur, on ne peut pas le vendre. Il colle donc les droits collent à la personne, les droits dans le copyright collent à l'œuvre. Et du coup, un cas de figure que je rencontre très souvent, surtout dans le rap, j'ai beaucoup de rappeurs qui viennent me voir en coaching et qui me disent, ben voilà, je vais sortir mon nouvel album, j'ai acheté des prods sur Internet, des prods américaines, donc des productions artistiques, donc voilà, qui sont déjà composées, produites artistiquement et tout ça. Ouais. Et donc, ils ont créé un album entier, c'est bien leurs paroles, c'est bien leur texte, c'est bien leur mélodie, mais c'est habillé d'une production où ils ont acheté le copyright. Est-ce qu'ils peuvent déposer ces œuvres à la SABAM? Est-ce que ça peut leur poser problème par la suite, de par justement cette différence de fonctionnement entre le copyright là-bas et le droit d'auteur ici? Mais normalement, quand il va le déclarer, il devra déclarer qu'une part de sa chanson est une production qu'il n'a pas fait lui-même. Même s'il a acheté le copyright à un Américain qui, lui, peut vendre son copyright? C'est une bonne question. J'ai pas immédiatement une réponse. C'est vrai que moi, j'ai tendance à dire qu'il vaut mieux éviter. J'ai tendance à conseiller de trouver des auteurs-compositeurs, producteurs artistiques belges, quitte à partir d'une base et fort retravailler, que d'être dans ce flou justement qui pourrait poser problème sur le moyen long terme. Parce qu'en fait, c'est l'auteur-compositeur et celui qui a fait la production et celui qui déclare a juste racheté les droits et le copyright, c'est ça. Mais alors, il n'est pas auteur-compositeur, il est quelque part, il est ayant droit quelque part. Oui, c'est ça. Il peut pas, en Europe, il peut pas revendiquer d'être l'auteur de la production. Ça, il peut pas parce qu'il y a l'auteur, c'est celui-là qui a créé l'œuvre originale. Tout à fait. Donc celui qui a racheté des droits sur une œuvre originale, c'est pas l'auteur, c'est un ayant droit. C'est quelqu'un qui a des droits et éventuellement qui peut les déposer. Et si normalement il ajoute rien, c'est l'auteur de la production qui doit être mis dessus. Et il gagnera de l'argent, pas avec la production, mais avec l'interprétation. C'est ça, tout à fait. Et avec la distribution. Donc il est... Et puis il reste auteur de ses textes et de sa mélodie vocale. Alors il arrange aussi le morceau. Oui, c'est ça.
Parce que s'il met C'est des ça. textes, alors ça veut dire qu'on pourrait dire 50% en production et 50% sont des textes. Et alors, il est auteur des textes et l'autre est auteur des productions. C'est ça. Mais ça. c'est pas quelque chose que la SABAM, ça serait impossible de contrôler tout ça. Oui, tout à fait. Donc quand il y a une œuvre qui est déclarée, on part du principe que celui qui l'a déclarée Le fait bien. est auteur de l'œuvre originale. Si à côté, naturellement, il y a des relations contractuelles, etc., qui ont été faites, mais on part du principe, celui qui est sur la fiche de déclaration, parce qu'on remplit, au fait, ça c'est quelque chose d'important aussi, quand on fait ça à plusieurs, c'est important de mettre les partages, et normalement, ça fait partie aussi d'un contrat. Et donc, un des contrats, ça peut être le rachat des droits de ce producteur, Tout à fait. qui devra quelque part dire aussi que, voilà, tu as tous les droits de... Tout à fait. Si naturellement, ça devient non exclusif, c'est un rachat, mais non exclusif. Ça veut dire que la production est aussi revendue à d'autres. On rentre vite dans des... Dans des problèmes. Oui, parce que si l'autre qui a racheté, puisque c'est pas non exclusif, le déclare aussi, tu auras deux... et ça, c'est indépendamment de l'auteur original. Oui, c'est ça. Donc, il vaut mieux quand même toujours travailler avec... vraiment créer des œuvres originales de zéro, avec des auteurs, compositeurs... Voilà, oui, locaux, et être clair, transparent dans sa déclaration aussi. Donc, de voir quand on a... Normalement, tous ceux qui participent à la création d'une œuvre doivent se retrouver, en théorie, dans la fiche qui va servir à la documentation. Donc, s'il y a un producteur qui a créé une production musicale, il devra figurer aussi, éventuellement avec un pourcentage. Un arrangement, par exemple, ça tourne autour des 5 à 10%. Donc, si vous faites un arrangement d'une œuvre, ça ne doit pas être 50%, ça peut être 5 ou 10%. Ça dépend un peu de l'arrangement qu'on a entre les auteurs et de l'importance qu'on donne à la partie de la création qu'on a faite, que ça soit l'arrangement ou le texte ou une partie du texte ou le refrain. Et du coup, typiquement, au moment d'encoder une nouvelle œuvre, imaginons qu'il y ait 5 co-compositeurs, compositrices sur cette œuvre, est-ce que les pourcentages sont répartis à part égale ? Est-ce qu'on fait un détail ? Par exemple, un des compositeurs a juste fait une note de guitare, mais effectivement, cette note de guitare apporte un énorme changement. Ouais. Comment est-ce qu'on fait en fait en tant que groupe où on est plusieurs à co-composer, co-écrire les paroles pour justement décider qui a quoi comme pourcentage en fait ? Il y a deux choses. Un, quand on veut déclarer une œuvre, chaque auteur doit être membre d'une société de gestion collective. Donc il faut pour réclamer ses droits en tout cas. Ça ne doit pas être nécessairement de la SABAM, ça peut être quelqu'un de la SACEM ou UMASTEMRA, ça n'importe, mais il doit être membre d'une société de gestion collective pour pouvoir récupérer ses droits. Pas pour être reconnu comme auteur, juste pour pouvoir récupérer ses droits. Puis après, il faut naturellement, si on a un groupe et on coécrit des chansons, là, il faut s'arranger entre deux. Il y a des groupes qui font pas dans la dentelle et disent, voilà, chacun un quart. Ils sont à 4, chacun un quart, sur toutes les chansons. Il y en a d'autres qui disent, non... on fait le détail. On fait le détail. Ok, d'accord. Les deux existent. Puis il y a aussi le producteur qui parfois prend donc le producteur a parfois, donc l'ingénieur du son quelque part, qui est dans le studio et qui gère l'enregistrement et la production. Parfois aussi, il a une grosse empreinte sur l'enregistrement parce qu'il détermine un peu le son, il ajoute des choses. Et donc lui aussi, parfois, est repris dans le détail des droits d'auteur en tant qu'arrangeur. Donc ça veut dire qu'il recevra un pourcentage qui n'est pas énorme, mais qui sera... Et puis l'éditeur aussi. Tout à fait. Il ne faut pas oublier, si on a une boîte d'édition, l'éditeur, en échange souvent d'une avance ou d'un investissement, va récupérer ou va demander d'avoir une partie des droits. À la SABAM, en tout cas, c'est bloqué à 50% ou un tiers, dépendant. Donc c'est 50% pour reproduction et un tiers maximum pour tout ce qui est droit de diffusion. J'avais annoncé en fait que j'allais t'interviewer cette semaine. J'ai eu quelques micro-questions de certains projets. Oui, c'est vrai qu'il y en a une qui est un peu piquante. Elle peut être piquante, mais c'est surtout est-ce que je vais pouvoir y répondre. Mais je commence par la piquante et puis après on clôture avec une plus sympathique. Quelqu'un qui m'a demandé très frontalement
Pourquoi est-ce que les montants d'aide de Sabam for Culture sont si petits? Est-ce qu'il y avait une bourse spécifique Je crois qu'il parle de manière générale. De manière générale, c'est vrai il y a deux raisons. Un, le budget n'est pas illimité. On essaye d'aider le plus d'auteurs possible. On est passé, quand moi j'ai commencé à la Sabam, il y avait 225 bourses par an. Maintenant, on est à 1000. Donc j'ai quadruplé le nombre de bourses sans diminuer les montants. Donc on a augmenté le budget des bourses. Ça, c'est première chose. Donc on est passé, avant il y avait beaucoup de partenariats. Donc on donnait beaucoup d'argent à des organisateurs d'événements, etc. Où moi j'ai dit, mais non, l'argent doit en majorité aller aux auteurs pour les aider dans leur trajet artistique. C'est clair que les montants n'ont pas changé depuis 5 ans. Elles sont correctes, je crois. Et surtout parce qu'on est toujours parti du principe que le financement qu'on donne, c'est complémentaire. On ne va jamais payer 100%. Donc on va aider. C'est un coup de pouce. C'est des gens qui veulent faire quelque chose, que ça soit un clip vidéo, une production live, suivre une formation à l'étranger, participer à un camp d'écriture, inviter à un festival showcase et qui manquent d'argent pour y aller, qui n'ont pas... C'est à eux qu'on veut aider. C'est vraiment c'est complémentaire. On va jamais payer 100%. On va pas dire voilà tu vas là, pas de problème, tu reçois tout. Tu veux faire un vidéoclip, pas de problème, tu reçois. Ça on va jamais faire. C'est une position qu'on a prise parce qu'on est persuadé que quelque part chacun doit mettre du sien. Et je crois que c'est aussi important au long terme que l'auteur-compositeur, qui est souvent aussi artiste, arrive à financer à un certain moment lui-même aussi, qui s'autofinance et qui éventuellement regarde vers d'autres. Donc c'est vraiment un coup de pouce qu'on essaye de donner avec des montants qui sont raisonnables. Moi, en tout cas, j'entends pas de plainte sur les montants, même si parfois c'est pas beaucoup et pourquoi pas les revoir. On a déjà revu le vidéoclip, par exemple, on les a revus. On était à 1 000 € et on est passé à 1 500 € parce qu'on voyait que les coûts de production augmentaient certainement avec l'indexation et les prix d'énergie, etc. Tout a augmenté. Donc on les a augmentés l'année passée et on est passé de 1 000 à 1 500 €. Il n'est pas exclu qu'on fera la même chose pour d'autres bourses. Mais en principe, ça sera toujours un financement complémentaire. Donc on va toujours payer jusqu'à, je crois, 50% max. Je trouve justement que votre accompagnement se reflète aussi avec des grands guillemets, la facilité d'accès de ces subventions. Ouais. Le dossier n'est pas très compliqué à faire et il n'est pas très chronophage. On sent que ça s'adresse vraiment à des auteurs, compositeurs, autrices, compositrices qui se lancent et qui ont besoin en fait, de ce soutien-là, quoi. Mais c'est ce qu'on essaie de faire. On sait souvent que on ne doit pas faire trop administratif, ça c'est 1. Et 2, ça doit être rapide. Donc ça veut dire que quand un auteur demande l'argent pour son projet, il voulait hier. Donc il pense, je dois partir en tournée dans une semaine, je vais demander. Oui. Et donc si tu demandes une subvention, ça dure souvent 2-3 mois. Puis après, il faut prouver plein de choses. Ici, on a vraiment essayé de ne pas être une subvention, mais vraiment d'être un coup de pouce, où on demande, il y a des critères assez stricts, et on passe ou on ne passe pas. On refuse environ 25% des demandes sur base des critères, parce qu'on ne répond pas aux critères. Mais donc 75% est admis et la plupart des fois, on paye le montant maximum, qui, comme je dis, est un coup de pouce. Donc c'est un financement complémentaire. Mais s'il y a on écoute aussi nos membres. S'il y a des soucis avec certaines bourses, des critères ou des montants, etc., on est toujours prêt à les revoir parce que c'est des bourses pour nos membres. On ne les fait pas pour nous, on les fait pour nos membres. Donc si on peut les améliorer pour nos membres, on va le faire. Mais le principe reste quand même toujours le financement complémentaire. On reçoit aussi parfois des reproches qu'on est toujours les grands artistes et pas les petits artistes. C'est pas du tout vrai, parce qu'on ne fait pas de distinction. On ne fait pas de distinction, on ne regarde pas est-ce que c'est quelqu'un qui nous rapporte beaucoup d'argent ou pas. Pas du tout. Pas du tout. Et Stromae et Angèle ne reçoivent pas de soutien, ils n'en demandent pas non plus. Donc ce sont des petits artistes ou des grands artistes. Normalement, s'ils répondent aux critères, ils reçoivent la bourse. Donc il n'y a pas un jugement de valeur dans le choix. Il y a vraiment la liste des critères, et si ça rentre... Si ça rentre, on reçoit. Si ça rentre pas, il y a naturellement d'autres critères qu'on peut pas... Il y a certaines bourses qu'on peut pas demander 2 fois, etc., ou qu'une fois par an. Donc il y a des critères, naturellement. Et on essaye naturellement de soutenir... C'est vraiment un coup de pouce pour des auteurs, compositeurs, artistes qui veulent
qui veulent démarrer leur carrière, développer leur carrière artistique et de vivre de leur musique. Ça, c'est vraiment la vocation de Savant for Culture. Et puis je trouve que les subventions sont assez complémentaires avec les autres subventions qui existent dans l'industrie On n'aime musicale. pas appeler ça une subvention parce que pour nous, c'est vraiment un coup de fou, c'est un financement. Hein. Un financement, C'est un ouais, investissement parce que c'est des droits d'auteur. Hein. Oui, c'est ça. C'est des droits d'auteur parce que ça, je vais peut-être pas raconter. C'est pas des droits d'auteur qui viennent des droits d'auteur de nos membres, mais c'est des droits d'auteur qui viennent via les contrats de réciprocité. Donc il y a une partie des droits qu'on doit reverser à l'étranger. Les sociétés de gestion avec lesquelles on a un accord nous permettent de retirer 10% D'accord. pour justement mettre dans notre fonds culturel. Eux, ils font la même chose avec nos droits, naturellement. Bien sûr. Bien que ce n'est pas toujours le même pourcentage, mais c'est maximum 10%. Mais c'est clair que l'argent que nous, on doit pousser vers l'étranger, le paquet d'argent est beaucoup plus grand que... Donc, dans la balance, on y gagne. Ou en tout cas, nos auteurs y gagnent. Et donc, c'est ces 10% qui sont utilisés. Ce n'est pas leurs droits d'auteur, c'est des droits d'auteur de leurs collègues à l'étranger où ils permettent justement, ces auteurs de l'étranger permettent à la SABAM de financer un fonds culturel qui aide leurs auteurs. Super intéressant. Ouais. J'en avais aucune idée, ça. Ouais. Tiens. Et du coup, une dernière question d'une autrice-compositrice qui, elle, a déjà un certain succès, qui a des répartitions du coup chaque année. Et elle se pose la question, elle trouve que parfois les montants lui paraissent un peu aléatoires. Et elle a du mal à comprendre pourquoi, tiens, cette fois-ci, je reçois très peu et puis d'un coup, j'ai une plus grosse répartition. Elle a une demande de clarté, en fait. Elle se demande comment faire pour savoir précisément qu'est-ce que ça représente l'argent que je touche, en fait, d'où ça vient exactement. Ah oui. Est-ce qu'il y a des méthodes pour vraiment voir précisément ce qu'on va toucher et pourquoi est-ce qu'on touche ce montant-là, en fait? Normalement, la source est reprise dans les décomptes. Donc, normalement, elle devrait recevoir ça et donc on peut consulter ces décomptes via MySabam. Sur le site internet, alors, directement. Oui, sur le compte personnel. Hein. C'est ça. Donc, on reçoit un montant sur son compte et puis je crois qu'on reçoit un mail aussi, mais ça, c'est pas très détaillé. Mais dans MySabam, il y a les décomptes avec les détails. Ça, donc là, on peut normalement retrouver les sources. Il faut savoir, il y a 2 grosses répartitions par an. Et le reste, ça dépend un peu. Mais les 2 grosses répartitions, c'est ce qu'on appelle en jargon le média et le non-média. Ça dit ce que ça dit. Répartition média, c'est au fait tout l'argent qui vient de radio, télé, etc. Ça, c'est média. Et puis, tu as une répartition non-média, et ça, c'est tout l'argent qui vient de commerce, horeca, restaurants, fêtes, etc. Donc ça, c'est les deux gros montants qui sont répartis. Donc normalement, quand le musicien ou l'autrice-compositrice en question a eu une bonne année, sa musique est jouée à la radio, a été jouée en boîte, dans les commerces, etc. Normalement, elle recevra des gros montants fin septembre, fin octobre. Donc ça sera début octobre, début novembre. Elle recevra 2 gros montants. Pour le reste, en ligne, on répartit une fois par an, mais il y a un décalage. Donc ça veut dire, on voit, ce mois-ci, j'ai eu 1 million de streams. Avant que tout a été traité, on paye une fois par mois, mais l'argent qu'on reçoit par mois, c'est souvent de l'argent qui a été récupéré pour des streams d'il y a 4, 5, voire 6 mois. Parce qu'il y a tout un traitement. C'est AS qui va récupérer l'argent, qui va facturer, qui le retourne à la SABAM qui va le traiter, qui va devoir le payer, etc. Donc il y a entre 3 et 6 mois de décalage entre les paiements, mais les paiements sont faits une fois par mois. Donc ça veut dire que si on a un gros tube sur des plateformes de streaming, et on a un mois 1 million de streams, l'argent pour ce 1 million de streams, on le verra que dans 3 à 6 mois. Ok, d'accord. Mais normalement, c'est mentionné aussi et c'est même mentionné par plateforme. Donc on voit combien on a reçu de Spotify, etc. Et puis, naturellement, on a eu, je me rappelle, une plainte de quelqu'un qui n'avait pas trouvait qu'il n'avait pas reçu assez pour des streams. Il y avait eu 2 problèmes. C'est la documentation, très importante. Quand on documente une œuvre, on doit le faire dès qu'elle est exploitée. Donc, ça veut dire dès qu'on est sur les plateformes en ligne, il faut le mettre. Il y a un décalage, donc on a un peu de temps. Mais le mieux, c'est dès qu'on est sur les plateformes de streaming, que l'œuvre soit déclarée aussi à la SABAM et qu'il y ait le partage aussi. Et que le nom, l'intitulé, dans la documentation, soit la même que sur la plateforme de streaming. On a déjà eu le cas, I Love You, je dis quelque chose, I Love You, remix par Dimitri Vegas. Et dans notre documentation, il y a juste I Love You. Ok, c'est ça. Je ne reconnais pas, hein. Il faut mettre les versions parce que c'est une autre version. Donc il faut mettre remix Dimitri Vegas et alors c'est reconnu.
Oui. Et donc, il faut faire attention en déclarant. Et deux, il y a naturellement un aspect aussi de partage. Donc, ça veut dire que en tant qu'autrice-compositrice, tu as peut-être écrit ensemble avec d'autres qui reçoit un pourcentage. Tu as peut-être un éditeur ou une éditrice qui reçoit une partie des droits. Donc, l'argent que vous recevez, c'est toujours ça tient compte naturellement du partage que vous avez déterminé quand vous avez déclaré l'œuvre. Et si vous avez que droit à 10% de l'œuvre, parce que on vous a reconnu 10%, ben vous n'aurez que 10% de l'euro qui va rentrer à la SABAM. C'est ça, oui, bien sûr. Merci beaucoup. Voilà. C'était super intéressant. Je ne sais pas si tu veux rajouter une dernière petite chose ou si ça te paraît... On a parlé du fonds social. Je crois que le fonds social, ce qui est bien aussi, c'est que le fonds social on peut consulter son fonds social sur son compte MySabam. Donc le montant qu'on va recevoir à ses 60 ans, s'il n'y a rien qui change, il est mentionné. Donc il est mentionné en continu, ça c'est un. Et deux, on aime bien les auteurs et les autrices un peu engagés. Donc si les auteurs-autrices qui veulent s'impliquer dans la SABAM, on est toujours prenant. Et pour pouvoir s'impliquer, il faut avoir le droit de vote aussi. Donc venez à l'Assemblée Générale, regardez bien dans votre MySabam si vous avez le droit de vote, parce qu'il faut payer alors les 124 €, mais alors vous avez le droit de vote. Et peut-être vous voulez aussi vous impliquer dans un collège ou un conseil d'administration, parce qu'alors vous pouvez aussi donner direction à la SABAM et aider à la SABAM à s'améliorer et encore mieux protéger les intérêts de ces auteurs et de ces autrices. Super. Un tout grand merci. Voilà. Merci encore infiniment à Olivier et la SABAM pour cet échange. J'espère sincèrement que maintenant tu comprends un peu mieux le fonctionnement des droits d'auteur et d'à quel point c'est important de s'affilier à une société de gestion collective. Pour ma part, je fais confiance à la SABAM depuis toujours. J'y ai d'ailleurs inscrit le livre Mon manager de poche qui est à l'origine de tout ce projet. Mais maintenant, j'aimerais revenir sur un point super important. Les droits d'auteur ne sont pas les seuls types de droits qui existent dans l'industrie musicale. Si tu travailles comme la plupart des artistes aujourd'hui, t'as sûrement plein de casquettes au-dessus de ta tête. T'es un peu auteur, autrice, compositeur, compositrice, artiste-interprète, et tu produis plus que probablement financièrement parlant tes œuvres. Si c'est le cas, les autres sociétés de gestion vont vraiment t'intéresser. Et c'est pourquoi je suis super heureux de pouvoir t'annoncer que le 2e épisode de ce format de podcast filmé va se diriger vers la société Playwright. Eux de leur côté, ils vont vraiment se concentrer sur les artistes-interprètes et je suis hyper impatient de pouvoir te partager cet épisode 2. Ça sortira d'ici quelques semaines, donc n'oublie pas de t'abonner pour pas rater la news. C'était Boris de Mon manager de poche, merci pour ton attention et à très vite.